Un vélo abandonné avec des flèches éparpillées, la disparition sans trace d'un homme sous les yeux de son frère, et un enfant disparu en quelques minutes, ne laissant que sa casquette sur une chaise. Que s'est-il réellement passé dans ces parcs nationaux américains? Aimez, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à découvrir les 3 histoires de disparitions les plus mystérieuses qui continuent de hanter les chercheurs et les gardes forestiers. Au printemps 2017, le parc national olympique, dans l'État de Washington, a été le théâtre d'un événement mystérieux qui a suscité un vif intérêt dans l'opinion publique. Un jeune touriste, Jacob Gray, 22 ans, originaire de Santa Cruz, Californie, a disparu sans laisser de traces lors d'un voyage à vélo en solitaire. Les conséquences de cet incident sont restées longtemps un mystère insoluble, tant pour la famille de Jacob que pour les autorités locales. Jacob était bien préparé pour les longues randonnées. Depuis son adolescence, il était passionné de cyclisme, de tourisme et de camping. Selon les souvenirs de ses proches, il était physiquement endurant, psychologiquement stable et manifestait un grand intérêt pour la nature sauvage, aspirant à une union totale avec elle. Début avril 2017, Jacob a décidé de faire un long voyage à travers le parc national olympique. Son itinéraire empruntait des routes peu fréquentées et des sentiers forestiers, longeant des rivières et des collines où les touristes sont rares. Le 5 avril, Jacob est arrivé dans la petite ville de Port Townsend, où il a fait ses dernières courses, fait le plein de provisions et vérifié son itinéraire. Le lendemain, le 6 avril, John Bowie, garde forestier du parc national olympique, a découvert lors d'une patrouille de routine un vélo avec une petite remorque de camping près de la route Solduck Hot Springs Road. Tout semblait indiquer que le voyageur s'était arrêté pour faire une courte pause. Le vélo était soigneusement garé, la remorque était bien à l'horizontale, et à côté se trouvait un arc et plusieurs flèches, posées par terre comme s'ils avaient été retirés à la hâte. À l'intérieur de la remorque se trouvait du matériel de camping, une tente, un sac de couchage, une réserve suffisante de nourriture et d'eau, des documents et des effets personnels de Jacob. Cependant, aucune note expliquant sa disparition n'a été trouvée. L'endroit ne présentait aucun signe de lutte ni de présence d'autres personnes. Dans les premières heures qui ont suivi la découverte du vélo, les Rangers ont supposé que Jacob avait pu s'éloigner temporairement vers la rivière Solduck pour chercher de l'eau ou pour une autre raison, mais qu'il n'était pas revenu pour une raison quelconque. À cette période de l'année, la rivière était tumultueuse et froide, ce qui a donné lieu à une première hypothèse selon laquelle il aurait pu tomber à l'eau et se noyer. Cependant, une inspection minutieuse des berges et du lit de la rivière n'a révélé aucune trace, aucun effet personnel, aucun vêtement, aucun signe de chute ou de tragédie n'a été trouvé. Au bout d'une journée, les gardes forestiers ont lancé une opération de recherche à grande échelle avec des équipes de terrestres, des cynophiles accompagnés de chiens de recherche, ainsi que des hélicoptères et des groupes de recherche spéciaux. Pendant plusieurs semaines, toutes les zones environnantes ont été fouillées. Les forêts, les ravins et les berges des cours d'eau ont été passés au peigne fin, mais aucune trace ni aucun indice n'ont été trouvés. Les questions ne faisaient que s'intensifier. Pourquoi Jacob avait-il laissé sa remorque avec tout son équipement et ses provisions pour partir à pied dans une direction inconnue? L'enquête s'enlisait peu à peu. La famille de Jacob, en particulier son père, Randy Gray, participait activement aux recherches, distribuant des tracts, organisant des groupes de bénévoles et sollicitant sans cesse l'aide des habitants locaux. Malgré cela, les recherches restaient vaines. Seules des rumeurs et des témoignages non confirmés, sans fondement réel, ont circulé. Plus d'1 an après sa disparition,
En août 2018, un groupe de bénévoles a découvert des restes humains et des effets personnels dans une région montagneuse difficile d'accès près du lac Hoh, à environ 25 km de l'endroit où Jacob avait laissé son vélo. Cette zone était isolée, pratiquement impraticable, sans équipement spécial et sans formation. L'expertise menée par les autorités a confirmé que les restes retrouvés appartenaient à Jacob Gray. Cette découverte a soulevé encore plus de questions et d'incertitudes. Comment et pourquoi Jacob s'est-il retrouvé si loin de son point de départ? Pourquoi s'est-il rendu dans une région montagneuse, aussi difficile, sans les provisions et les vêtements nécessaires, laissant tout cela près de son vélo? Aucune trace de lutte ou de violence n'a été trouvée sur le lieu de la découverte des restes. Les enquêteurs ont estimé que la cause la plus probable du décès était l'hypothermie, un traumatisme ou l'épuisement. Mais la mauvaise conservation des restes et le temps écoulé depuis le décès n'ont pas permis d'établir la cause exacte. Parmi les hypothèses avancées dans les médias et par la population locale, certaines étaient tout à fait inhabituelles, notamment des théories sur des cryptides tels que le Sasquatch, Bigfoot. Les légendes sur une mystérieuse créature humanoïde sont répandues dans le nord-ouest des États-Unis et certains amateurs de mysticisme ont associé les détails étranges de la disparition, par exemple les flèches éparpillées et l'arc abandonné, à un tel contact. Bien sûr, les forces de l'ordre n'avaient aucune preuve à l'appui de ces affirmations et les enquêteurs officiels n'ont pas pris ces hypothèses au sérieux. Mais de telles discussions revenaient régulièrement dans les débats sur cette affaire mystérieuse. Le père de Jacob, Randy Gray, tente toujours de trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Il pense que son fils a soit surestimé ses forces en partant dans les montagnes sans le matériel nécessaire, soit tenté de fuir en urgence une menace quelconque en abandonnant tout son équipement. Mais ce qui a pu effrayer Jacob et le pousser à agir de manière aussi illogique reste un mystère. Un petit monument commémoratif a été érigé en mémoire de Jacob Gray dans le parc national olympique. Cette tragédie figure désormais parmi les disparitions les plus mystérieuses, rappelant à quel point la nature sauvage peut être dangereuse et imprévisible, même pour des touristes expérimentés. L'histoire de Jacob est un rappel inquiétant pour de nombreux voyageurs de la nécessité de toujours faire preuve d'une prudence maximale et de se rappeler que même une brève perte de repère ou un changement soudain des conditions météorologiques peut avoir des conséquences tragiques. Malgré la clôture de l'enquête officielle, les questions restent beaucoup plus nombreuses que les réponses. Que s'est-il exactement passé avec Jacob Gray au cours de ces journées d'avril 2017? Pourquoi a-t-il abandonné ses affaires et s'est-il rendu dans une région montagneuse dangereuse sans raison apparente? La nature a emporté avec elle les réponses à ces questions, ne laissant qu'un triste mystère qui continue de préoccuper les chercheurs, les journalistes et les simples citoyens intéressés par les énigmes non résolues des disparitions. En septembre 1985, le parc national de Yellowstone se préparait à l'accalmie de l'intersaison. L'afflux estival de touristes s'était calmé et les premières nuits fraîches rappelaient là l'approche de l'automne. C'est pendant cette période calme que deux frères, Jonathan Hill, 34 ans, et son cadet Marcus, 30 ans, ont décidé de faire une randonnée d'une journée sur la Gold Granite Ridge, un sentier relativement peu fréquenté qui mène du canyon de Mammoth Creek à travers des pentes rocheuses jusqu'au plateau ouest du parc. Jonathan, géologue de formation, voyageait souvent avec un sac à dos rempli de cartes topographiques, d'une boussole et de matériel photographique.
Marcus, journaliste pour un journal local, était tout aussi bien préparé. Il avait emporté une tente, des vêtements chauds et des provisions pour deux. Tous deux étaient passionnés par la nature sauvage et refusaient tout confort, préférant le confort d'une tente et d'un feu de camp au bruit de la ville. Leur itinéraire était prévu pour 18 à 20 kilomètres en une seule fois, avec l'intention de ne camper que si nécessaire. À 8 heures du matin, le 14 septembre, les frères ont quitté la petite ville de Mammoth Hot Springs pour se rendre au sentier abandonné de Mammoth Creek, laissant leur voiture sur un terrain envahi par la végétation. Les 4 premiers 10 kilomètres du sentier traversaient une forêt ombragée, serpentant le long d'un ruisseau. Le feuillage des sapins, des cèdres et des rares fleurs alpines était un régal pour les yeux. Cette année-là, l'automne était arrivé tôt et, à la fin du trajet, ils espéraient pire voir les couronnes dorées des bouleaux et des érables. À 11h30, ils atteignirent dans le piedron rocheux où le sentier montait abruptement vers la droite, le long de corniches granitiques éboulées. Sur une petite aire entourée de sapins abattus, les frères firent une pause. Jonathan détacha les sangles de son sac à dos. Le poids des objectifs et du trépied lui pesait sur les épaules. Il s'accroupit, posa son sac à dos et commença à ajuster les sangles. Marcus s'occupa de préparer le repas. Il ouvrit une boîte de thon et sortit du pain. Lorsqu'il releva la tête une minute plus tard, son frère avait disparu. Marcus se leva et regarda autour de lui. Pas le moindre bruissement de branches, pas l'ombre d'un homme, pas le moindre mouvement parmi les arbres. Devant lui se trouvait le sac à dos de Jonathan, posé soigneusement sur le sol, comme si celui-ci s'était simplement levé pour s'éloigner un instant. Seul le sac à dos et les pommes de pin, éparpillées à l'endroit où Jonathan était assis, restaient sur place. Marcus cria plusieurs fois le nom de son frère, puis se mit à courir dans les deux sens sur le sentier, jetant des coups d'œil dans les buissons. La zone était doucement éclairée par le soleil de midi. Pas une goutte de pluie, pas un bruit d'eau à proximité ne venait troubler le silence, à part le bruit sourd du vent dans les cimes des arbres. Aucune trace de lutte, aucun morceau de tissu, aucun objet éparpillé. À midi, Marcus arriva au trailhead et rapporta l'incident aux rangers du parc. Le même jour, 2 groupes de rangers et de bénévoles commencèrent à fouiller les environs, des gorges inférieures aux pentes rocheuses. Les chiens, dressés pour rechercher des personnes, ont repéré une faible odeur provenant du sac à dos et ont suivi la piste vers le haut. Mais une fois arrivés à la crête rocheuse, ils ont perdu la trace. Les sauveteurs ont fouillé tout le versant, inspectant chaque rebord, mais à la tombée de la nuit, ils n'avaient jamais trouvé aucune trace du disparu. Le deuxième jour, un hélicoptère a été mobilisé pour les recherches. L'équipage a inspecté le plateau depuis les airs. La visibilité était de 3 km, mais la surface plane semblait recouverte d'un tapis homogène d'aiguilles de pin. Ni sac à dos, ni silhouette humaine. Avec l'abaissement des nuages, les vols ont été annulés et les équipes terrestres ont continué à parcourir les forêts. Le troisième jour, les recherches ont couvert un rayon de 3 km autour du lieu de la disparition. Ils ont parcouru chaque ravin, chaque ruisseau, chaque corniche en surplomb. La température nocturne descendait jusqu'à +3 degrés G, mais les sauveteurs travaillaient en tenue de combat, alors que Jonathan était peut-être trop légèrement vêtu. Aucun signe de feu, de campement de fortune, de nourriture éparpillée ou de notes n'a été découvert. Un peu plus d'une semaine s'est écoulée. Les jours froids sont arrivés, ainsi que les premières gelées. Les recherches sont progressivement passées en mode reconnaissance et surveillance. Les sauveteurs ont remarqué que, pour une raison inconnue, il n'y avait jamais eu de tente ni de traces de touristes dans les parties les plus élevées de la crête, alors qu'en été, des alpinistes s'y rendaient parfois pour atteindre les cirques de glacières.
Et le 14e jour, alors que la plupart des équipes s'apprêtaient à mettre fin aux recherches actives en raison du risque d'engelure et de chute de neige, l'un des groupes d'intervention s'est dirigé vers les corniches de la face est. Les membres du groupe, des alpinistes expérimentés, ont grimpé à l'aide de cordes jusqu'à une petite corniche au bord d'une falaise d'environ 160 mètres de haut. Et là, sur une dalle de granit lisse, ils ont trouvé la gourde de Jonathan. La gourde était posée au bord du plateau, mais il n'y avait aucune trace de saleté, de sang ou de dommages. Tout autour, il n'y avait que de la poussière de granit séché et quelques aiguilles de sapin desséchées. Les sauveteurs étaient rades et perplexes. Comment Jonathan avait-il pu arriver là sans équipement d'escalade et laisser sa gourde près d'un sapin tombé sur le sentier? En remontant, les sauveteurs n'ont vu aucune trace de chaussures. La surface granitique était impeccablement propre, à peine brûlée par la première neige. Pas d'empreintes de semelles, pas de fragments de pierre où quelqu'un aurait pu s'assurer. La seule chose qu'ils ont constatée, de fines éraflures ressemblant à celles laissées de par un mousqueton frotté contre une corde. Les enquêteurs ont avancé plusieurs hypothèses. Accident, Jonathan aurait glissé du sentier, heurté la roche et perdu connaissance. Ses affaires ont ensuite été emportées jusqu'au bord de la falaise. Mais lui n'était plus là. Cependant, son corps aurait été retrouvé et son sac à dos aurait forcément porté des traces de blessures et de sang. Une autre version, les animaux. On a envisagé qu'un ours ait pu s'en prendre à lui et emporter ses affaires. Mais les grands prédateurs emportent rarement leur proie en hauteur, et des traces de pattes auraient été laissées sur le rocher. Son frère a également été interrogé de manière approfondie. Il cachait peut-être quelque chose, mais l'hypothèse d'un enlèvement par son propre frère et d'autres touristes semblait peu probable et sans aucune preuve. Cette version anormale était plausible à tous égards. L'homme avait disparu. Il ne restait que son sac à dos et sa gourde, qui se trouvaient à un endroit où il ne pouvait physiquement pas accéder. Mais officiellement, aucune hypothèse paranormale n'a été retenue. Le rapport du service des parcs nationaux indique, après 14 jours de recherches ininterrompues, la personne portée disparue est toujours introuvable. Le seul effet personnel retrouvé, le sac à dos de Jonathan Hill et sa gourde, a été découvert sur une corniche alpine, inaccessible sans équipement spécialisé. L'enquête n'a révélé aucun signe de crime ou d'accident ou de conséquences habituelles. Le corps et les autres indices sont manquants. L'affaire est classée. La famille de Jonathan se rendait régulièrement à Yellowstone, où elle déposait des fleurs, au départ du sentier Granite Crest et au pied de la falaise. Marcus, journaliste de profession, a publié un article sur cet événement, dans lequel il note que, parfois, les montagnes ne nous rendent qu'une partie de ceux qui nous ont quittés, leurs affaires, sans eux. Les opinions des chercheurs sur les disparitions inexpliquées divergent, mais chaque fois qu'ils évoquent l'histoire de Jonathan Hill, ils soulignent: lorsque des objets se retrouvent dans des endroits inaccessibles et qu'une personne disparaît sans laisser de traces, la nature préfère garder ses secrets. En juillet 1999, le parc national de Shenandoah, en Virginie, était bondé de touristes cherchant à s'évader de l'agitation urbaine. Une clairière populaire près d'un ruisseau, entourée de chênes et de pins centenaires, invitait à pique-niquer et à se promener tranquillement. C'est précisément dans cette clairière que la famille Thompson s'est installée. Le père Michael, 35 ans, la mère Lisa, 33 ans, et leur fils Jacob, âgé de 8 ans. Selon le couple, le temps était idéal. Un ciel dégagé, une légère brise et une température d'environ 27 degrés.
Vers 12h30, la famille s'est installée pour pique-niquer sur des chaises pliantes et une table apportée dans le coffre de la voiture. Lisa a préparé des sandwichs et Michael a allumé un mini barbecue pour faire griller des saucisses. Jacob a exploré les environs. Il a ramassé des pommes de pin, jeté des cailloux dans un ruisseau peu profond et joué dans la ville avec des bâtons et des feuilles. À 13h15, ils ont convenu que le père et la mère iraient bientôt se promener sur le sentier menant au cœur de la forêt, tandis que Jacob resterait sous la surveillance des voisins touristes, assis à l'autre bout de la clairière. Les parents prévoyaient de revenir dans 20 minutes pour manger la pastèque ensemble et continuer la journée. Vers 13h40, lorsque Michael et Lisa sont revenus, s'attendant à voir leur fils, ils n'ont trouvé qu'une clairière vide. En rangeant la table et les chaises, ils ont remarqué une casquette de baseball solitaire avec l'inscription « Go Blue » soigneusement posée sur l'une des chaises où le garçon était assis quelques instants auparavant. Aucun autre signe, pas de jouets, pas de traces de désordre, pas de bouteilles ouvertes. Lisa a été prise de panique et a immédiatement crié « Jacob !» Mais l'écho de leur voix s'est perdu dans le bruit de la forêt. Michael se précipita vers le bord de la clairière, où il pouvait apercevoir un ruisseau à travers les buissons et les arbres bas. Le garçon avait peut-être glissé ou avait été effrayé par quelque chose, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les parents appelèrent alors à l'aide les touristes voisins qui, reconnaissant la casquette, se joignirent aux recherches. Le couple de touristes crut apercevoir une petite silhouette s'éloignant vers la forêt, mais ils n'en étaient pas sûrs. Peut-être avait-il rêvé. Les gardes forestiers arrivèrent peu sur place une demi-heure après l'appel. Ils organisèrent ces recherches dans le périmètre. 3 groupes fouillèrent dans la forêt à tâtons, appelant le garçon par son nom. Vers le soir, des renforts ont été appelés. Des chiens policiers et des bénévoles du district voisin se sont également précipités pour aider. Pendant 4 jours, les groupes ont parcouru un rayon d'1 kilomètre autour de la clairière. Les plongeurs du service de secours ont inspecté les escaliers et les pentes abruptes près du ruisseau, mais sans résultat. À la fin du 5e jour, de fortes pluies ont commencé à tomber. Les averses torrentielles ont accumulé l'eau dans les montagnes et le sol de la forêt s'est transformé en une pelouse molle, faite de boue et de feuilles mortes. Des branches tombaient, les ruisseaux gonflaient et on entendait le bruit des torrents. La nuit pluvieuse a renforcé la peur de tous ceux qui recherchaient Jacob. Mais même dans ces mauvaises conditions météorologiques, les rangers ont continué à fouiller la forêt. Les chiens perdaient sa trace dans la boue et les traces étaient effacées par les torrents d'eau. Au 7e jour des recherches, lorsque la pluie s'est calmée, l'un des groupes de Rangers a découvert sur le sentier, à environ 3 km de la clairière où avait eu lieu le pique-nique, la chemise du garçon coincée dans une branche d'un chêne bas. C'était un t-shirt avec un motif de dinosaure coloré que Jacob aimait porter. À côté, il y avait des morceaux de boue et des traces, peut-être de chaussures, mais rien qui indiquait clairement que le garçon était passé par là. Les manches raccourcies du t-shirt étaient légèrement déchirées et le tissu présentait des taches qui, après analyse en laboratoire, se sont avérées être un mélange d'eau de pluie et de terre humide, mais pas de sang. En trouvant la chemise, les chercheurs ont eu un bref espoir. Peut-être que Jacob se dirigeait vers le ruisseau, s'était égaré, avait enlevé sa chemise sale et avait continué à marcher. Cependant, la même journée a prouvé qu'il n'y avait aucune trace de lui plus loin sur le chemin, ni trace de chaussures, ni objet tombé. La forêt était assez dégagée à cet endroit, un petit sentier peu fréquenté par les touristes, mais si quelqu'un s'y promène, il laisse au moins des empreintes de chaussures. Comme la pluie avait cessé, les traces auraient dû être conservées, mais aucune paire de semelles n'a été trouvée. À la demande de la famille, des cynophiles
accompagnés de chiens plus sensibles, sont arrivés dans le parc. Ils ont tout fouillé. Mais si le garçon était encore en vie, ils l'auraient donc sans doute repéré. D'autant plus que ses vêtements étaient assez voyants. Les proches d'Acom de Jacob, arrivés de chez eux, ont laissé leurs coordonnées aux gardes forestiers et ont demandé que la forêt soit fouillée, mais les jours passaient et le garçon n'était toujours pas retrouvé. 10 jours après sa disparition, le parc a officiellement annoncé la suspension des recherches actives. Les efforts devaient même se limiter à des patrouilles à pied périodiques. La forêt était trop grande, les possibilités limitées. 2 semaines plus tard, la femme et le mari de Thompson se sont précipités chez eux, désespérés d'avoir perdu leur fils, et le parc a laissé sur la clairière, en souvenir, une casquette de baseball posée sur une chaise pliante et a marqué l'endroit d'une pancarte. « Un garçon a disparu ici. Aidez-nous si vous voyez quelque chose. » Les bénévoles sont revenus de temps en temps, mais sans résultat. Dans les documents officiels, l'affaire a été classée comme « disparition d'un mineur dans des circonstances inexpliquées ». Aucun signe de déplacement du corps ou d'acte de violence n'a été constaté. La pluie a peut-être effacé une partie des indices, mais la chemise et la casquette trouvées sur le sentier sont les seules preuves que le garçon était bien dans cette forêt. À ce jour, les employés du parc de Shenandoah racontent « La forêt est un endroit étonnant. Elle apporte la tranquillité, mais cache parfois des secrets qui semblent inaccessibles à l'esprit. » La disparition de Jacob Thompson en 1999 est souvent mentionnée parmi d'autres mystères de disparition mystique, où des personnes disparaissent sans laisser de traces sur des sentiers battus et pourtant très fréquentés. Et bien que personne ne trouve d'explication logique, la casquette et la chemise sur la branche, alourdies par l'eau de pluie, rappellent à quel point l'équilibre entre une randonnée en toute sécurité et le danger caché dans les profondeurs de la forêt est fragile. Ces histoires nous rappellent à quel point la nature peut être imprévisible et à quel point il est facile de se retrouver seul face à l'inconnu. Prenez soin de vous, soyez attentifs et n'oubliez pas, les secrets des lieux sauvages sont loin d'être tous révélés. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces disparitions mystérieuses. À bientôt dans les prochaines vidéos.